Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 4 mai. Il est précisément l'heure de votre journal. En voici tout de suite les titres. Nous reviendrons sur le partenariat entre l'Université internationale de Monaco et le musée océanographique. Plusieurs propositions de projets d'élèves ont depuis vu le jour. 700 requins dans la nuit, voici le titre du documentaire qui vient d'être projeté en avant-première au musée océanographique. Une exposition photo à la Galerie Carré Doré. Cette exposition met en scène la personnalité et le travail de Karl Lagerfeld. Et enfin, notre invitée du week-end, aujourd'hui Mélanie Antoinette de Massy, et nous parlerons de l'exposition canine internationale qui se déroule ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Nous avons suivi il y a quelques mois la mise en place d'un partenariat entre l'Université internationale de Monaco et le musée océanographique, partenariat qui permet aux élèves de se mobiliser pour l'avenir de ce temple de la mer. Plusieurs propositions de projets ont depuis vu le jour et ont été présentées ce jeudi à un jury. Reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Fédérer les jeunes autour de la protection des océans. Voici l'objectif de cette mobilisation. Une soixantaine d'étudiants issus des classes de master et de bachelor de l'International University of Monaco ont participé. 4 projets ont été présentés avec des solutions innovantes ayant recours aux technologies. Et avant de vous dévoiler le projet retenu, impression de plusieurs des membres du jury recueillis à l'issue des présentations. Je trouve que le move du musée est très intelligent de s'adjoindre des compétences locales de gens avec des différences d'âge qui apportent cette connaissance des réseaux sociaux, des comportements, des codes pour toucher les futures populations. Et ça, je suis très impressionné par le niveau. Et enfin, en tant qu'ancien étudiant à la fois en école de commerce et en MBA, je suis ravi de voir que les nouvelles générations sont encore plus fortes qu'on était à notre époque pour présenter, pour réfléchir, pour innover. C'est très surprenant et bluffant, si je peux dire, parce que c'est d'une extrême qualité. Les étudiants ont fait des présentations professionnelles. Ils ont même fait l'effort d'être extrêmement bien habillés. Ils avaient tous une cravate, j'étais presque un peu gêné. Et je suis maintenant stressé parce qu'on va devoir partir, Jean-Philippe et moi, dans le jury pour essayer de choisir. Je suis très fier des étudiants de l'université. On leur avait demandé de préparer des concepts innovants dédiés aux jeunes générations et puis surtout qu'ils soient faisables et intéressants. Et je crois qu'ils nous ont produit beaucoup de choses très innovantes, très surprenantes parfois, et puis surtout avec beaucoup d'audace et de créativité. Créativité donc, mais aussi faisabilité. Les critères d'évaluation des projets étaient nombreux. D'Oceans 9, une application fun et intuitive, aux Sharks, qui proposait un partage de contenu sur les réseaux sociaux, en passant par The Sailors, un business challenge à partir de déchets marins. Tout a été étudié, mais le projet Monaco Turtles a décroché la récompense. Voici sur quoi il repose. Nous, on a vraiment créé des choses un peu plus où les jeunes peuvent jouer et s'amuser, mais en même temps, quand ils partent et qu'ils rentrent chez eux, ils comprennent qu'inconsciemment, il y a quand même un souci et qu'ils peuvent faire quelque chose pour ça. Donc c'était concrètement ça notre concept. Et il a beaucoup aussi été question des tortues en particulier. Oui, en fait, on a une présentation où on nous a parlé de ces tortues, Émilie, et ça nous a vachement inspiré. On s'est dit que, encore une fois, pour présenter un projet, il faut mettre beaucoup d'émotions. Donc on a imaginé cette petite tortue et montrer comment on peut en fait lui sauver la vie. Place à présent à la mise en œuvre concrète de ce projet. Je vous rappelle que cette mobilisation de la jeunesse est le fruit d'un partenariat entre l'IUM, le musée océanographique et Monaco Impact. 700 requins dans la nuit, voici le titre d'un film qui pourrait faire frémir, et pourtant ce n'est pas un film d'horreur, c'est un documentaire qui vient d'être projeté au musée océanographique en avant-première en présence du prince Albert II, et nous y étions. Reportage. En Polynésie, une meute de 700 requins fait la loi dans la passe de l'atoll Fakarava. C'est le plus grand regroupement de requins gris connu à ce jour. Comment évolue-t-il? Quelles sont ses stratégies de survie, de chasse et de reproduction? Quel est son impact sur l'écosystème corallien? C'est pour répondre à ces questions que l'équipe scientifique menée par Laurent Balesta effectue une étude d'une ampleur inédite, équiper une quarantaine de requins de puces électroniques pour pouvoir suivre leur trajectoire durant les chasses nocturnes. La première fois que je suis allé là-bas, c'était pour la rumeur de ce rassemblement de mérous, des milliers et des milliers de mérous qui viennent dans cette passe pour se reproduire tous en même temps. Et le premier voyage là-bas, en 2014, c'était pour eux, pour ces mérous qui se reproduisent et dont la reproduction n'avait jamais été filmée encore. Et quand on est arrivé là-bas, on a bien vu ces mérous, mais on a vu aussi cette horde de 700 requins qui toutes les nuits
tente de les massacrer, enfin de les dévorer. Et ça nous a passionnés au point qu'on y retournait chaque année et qu'après ce premier film sur les mérous, on n'a pas pu s'empêcher de donner une suite sur ces 700 requins dans la nuit. Pour réussir ce pari scientifique, technologique et humain, les expéditions et immersions se sont enchaînées pendant 3 ans, sans cage ni protection, sans appât ni nourrissage, une première mondiale. Il nous a fallu longtemps pour comprendre que nous n'étions pas des cibles, on était juste des obstacles. Alors évidemment, on était énormément bousculés, c'est allé jusqu'à avoir des hématomes, la combinaison déchirée, mais sans jamais qu'il y ait la moindre tentative de morsure de leur part. On était juste des obstacles sur leur terrain de chasse où ils se déplacent avec une vitesse et une violence incroyables. Les plongeurs ont apprivoisé leur peur en abandonnant les réflexes de défense qui provoquaient l'agressivité des requins. Ils sont aujourd'hui capables de se glisser la nuit au cœur de la horde déchaînée pour l'étudier et la filmer de l'intérieur comme cela n'a jamais été fait. En sous-marin, principalement, il y avait des images à 1000 images secondes, enfin des caméras qui tournent à 1000 images secondes qui nous permettent de faire de l'extrême ralenti et des choses que les plongeurs ne voient même pas. Le deuxième outil, c'est une arche de 4 mètres de diamètre montée en aluminium avec 33 caméras, 33 GoPro 4K, et du coup qui nous permettait de placer cette arche au cœur des actions. Donc, l'idée, c'était d'arriver à avoir une attaque qui se passe au cœur de l'arche. Et une fois qu'on avait l'image, on pouvait tourner autour d'elle. Et donc, du coup, pour les scientifiques, c'était bien aussi parce que parfois, il se passe un truc, mais la suite de l'action, elle est cachée par la masse de requins. Et du coup, ça nous permet, un peu comme l'effet Matrix, qui est bien connu dans le film Matrix qui avait eu lieu, on tourne autour de l'action et ça nous permet de voir l'autre côté. 5 chefs opérateurs ont ramené au total 360 heures de rush. Au final, ce film de 90 minutes a été projeté en avant-première au musée océanographique. 700 requins dans la nuit sera diffusé également au mois de juin sur la chaîne Arte en prime time. On passe au reste de l'actualité. C'est aussi en bref et en images. À l'occasion de sa journée mondiale, la Croix-Rouge monégasque organise ce samedi 5 mai de 8h30 à 17h sa traditionnelle braderie. L'espace Léo Ferré se transformera en véritable caverne d'Ali Baba pour la journée. Chacun pourra trouver son bonheur à petit prix pour la bonne cause et avec le sourire, thématique choisie pour cette journée mondiale 2018. Cette année, les fonds récoltés bénéficieront aux actions du Monaco Collectif Humanitaire. Cette association a pour objectif d'opérer à Monaco des enfants issus de pays en développement dont les pathologies cardiaques ou orthopédiques ne peuvent être traitées dans leur pays d'origine. Venez donc chiner utile samedi à l'espace Léo Ferré. La dernière exposition en date de la galerie Carré Doré fait la part belle aux photos, des photos qui mettent en scène la personnalité et le travail de Karl Lagerfeld. Reportage de Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Son approche de la photo est celle d'un peintre. Tout en se référant à l'histoire de l'art, le photographe Simon Proctor saisit l'instant. Spécialisé dans le domaine de la mode, il a eu l'opportunité de suivre Karl Lagerfeld. Le fruit de leur longue collaboration est à découvrir actuellement à la galerie Carré Doré. C'est un photographe anglais qui vit et travaille à Paris et entre Paris et New York, mais il passe la majorité de son temps en France. Dans cette exposition, il y a beaucoup de photos consacrées aux collections Chanel, particulièrement cette œuvre immense qui est une pièce de musée. Elle a été prise il y a 8 mois et est venue rejoindre cette exposition. C'est un éclairage sur la collection Printemps-été 2018 de Chanel. Et nous avons ici aussi une photographie très spéciale. C'est une commande du New York Times, juste là, derrière moi. Elle s'appelle Le Festin. Tous ces clichés ont été pris entre 2010 et 2017. Ils sont extraits du livre Modeland, l'univers de la galerie Carré Doré qui s'est désormais tourné vers le fashion art, convenait parfaitement pour accueillir cette exposition. On était choisi pour cette galerie de Zurich de Kate Bass. C'est un hommage tout à fait à le monde turbulent de la mode et de Mr. Karl Lagerfeld.
On est toujours à la recherche des nouvelles tendances, même des nouvelles technologies. L'exposition de Simon Proctor se poursuivra jusqu'au 25 mai. La galerie Carré Doré préparera alors son grand rendez-vous estival. En collaboration avec le Centre Mars de Russie, elle proposera aux visiteurs une véritable expérience de réalité virtuelle alliant la mode et les nouvelles technologies. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et aujourd'hui il s'agit de Mélanie Antoinette de Massy. On va parler du meilleur ami de l'homme ensemble parce que vous êtes la vice-présidente de l'exposition Canine Internationale, votre mère étant la présidente. Quel est le concept de cette exposition qui va se dérouler ici sous le chapiteau de Fourvieille pendant ce week-end ou plutôt quel est le concept de cette exposition ? Eh bien, cette exposition canine fait partie d'un circuit international, donc effectivement c'est une compétition. C'est ouvert au public de 9h à 18h, sachant que le matin c'est là où nous avons le plus de chiens, étant donné que ce sont les jugements de race. Nous avons plusieurs rings, nous avons 9 juges internationaux également, et les chiens dont les races sont jugées, en séparant dans un premier temps les mâles et les femelles, ainsi que les couleurs pour les races qui ont diverses couleurs. Et puis à la fin, donc le meilleur sujet mâle et le meilleur sujet femelle vont recevoir un CACIB, qui est un certificat d'aptitude au championnat international de beauté. Par la suite, le juge sélectionne vraiment le meilleur de la race, ça peut être l'un ou l'autre, que nous retrouverons l'après-midi pour les jugements de groupe sur le ring d'honneur où nous sommes actuellement. Il faut savoir qu'il y a 10 groupes de par la Fédération cynologique internationale. Et donc nous retrouvons, ils sont divisés sur 2 jours. Donc on retrouve certains groupes le samedi, certains groupes le dimanche. Il y a évidemment tous les détails sur notre site internet monacokennelclub.com. Il y a également le CACM, certificat d'aptitude au championnat monégasque, qui peut être donné aux meilleurs de race. Ça dépend vraiment du juge. Et là, il faut 2 CACM donnés par 2 juges différents sur évidemment 2 années différentes afin d'avoir le titre de champion de Monaco. L'exposition, en quelques chiffres, combien de chiens, combien de races, et viennent de combien de pays? Alors nous attendons cette année 1335 chiens de 201 races. Ils viennent de 22 pays, notamment l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, mais également des États-Unis. Et nous avons hors compétition 4 nouvelles races donc, qui ne sont pas encore homologuées par la Fédération cynologique internationale. Mais ils peuvent être jugés indépendamment de la compétition et c'est au juge de donner une appréciation. Cela permet aussi de faire découvrir les races. Donc cette année, les 4 races sont le Alaskan Klikai. Facile à prononcer. Effectivement facile à prononcer, surtout quand on ne les connaît pas encore. Le ratier de Prague, le chien particolore à poil frisé, ainsi que le berger américain miniature. Quelle est la race mise en avant cette année? Donc cette année, nous avons choisi le Spitz allemand. Effectivement, chaque année, nous appelons ça une spéciale, mais depuis des dizaines d'années, je pense peut-être une 50aine, 60aine d'années, ça je ne pourrais pas vous dire, mais depuis très très longtemps, afin d'essayer chaque année de mettre une race en avant, en changeant évidemment de groupe. Donc je parlais des 10 groupes tout à l'heure. Et le Spitz allemand donc, sera représenté par ces 4 tailles, le nain, le petit, le moyen et le grand, ainsi qu'une variation de la race, le Wolfspitz, qui est en réalité le plus grand des Spitz allemands. Quel est le travail d'organisation ici qui est mené? Parce que j'imagine que ça doit être un gros travail d'organisation. Effectivement, c'est un travail très très lourd et c'est un travail tout au long de l'année. Pour la Société canine de Monaco, pour le bureau. Heureusement, lors de l'exposition canine, nous pouvons compter sur le concours, notamment des techniciens de la SPM, enfin, certains services en tout cas, de la SMA bien entendu, de la mairie de Monaco. Évidemment, là où nous sommes, donc le Monte Carlo Festival, et tous les bénévoles qui travaillent, et par exemple certains membres du club monégasque d'agility et d'éducation aussi, qui nous aident énormément en tant que secrétaire de ring. Et sur nos partenaires évidemment, par exemple DP Architecture qui bénévolement s'occupe de toute la décoration, le Château Minuti, l'eau Zilia,
également. Et au niveau restauration, l'équipe de restaurant du Monte Carlo Country Club qui s'occupe de notre snack bar, où je précise que tout est fait maison au Country Club. Et également le Café de Paris, donc, qui s'occupe de notre restaurant. Donc des gens peuvent déjeuner sur place ou prendre un snack. S'il fait beau et d'après la météo, le temps sera clément. Il y a aussi une très jolie terrasse avec des canards, il me semble d'ailleurs, sur le petit lagon. On fera une exposition canard internationale plus tard. Pourquoi pas, la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Quelle est la notoriété de l'exposition, parce qu'elle ne date pas d'hier? Oui, effectivement. Déjà, de par son histoire, nous sommes une des expos les plus connues. Comme je disais, nous sommes une des plus anciennes. Mais nous sommes également connus dans le milieu canin pour le niveau des juges, la qualité des chiens, également le savoir-faire de l'accueil et de l'organisation. Mais ça, c'est l'excellence monégasque, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure du CACM. Le CACM est un des certificats les plus recherchés au monde et considéré comme un des plus prestigieux. Il y a des nouveautés ou des jugements spéciaux pendant cette édition? Au niveau des nouveautés, oui, effectivement, nous avons rajouté un ring en plus. Donc maintenant, nous avons 9 rings. Ça, c'est pour le matin, pour les jugements de race. Et la décoration change chaque année et j'espère qu'elle s'améliore. Au niveau des autres jugements, oui, il y a le junior handling, où ce sont des jeunes exposants qui sont jugés, non les chiens. Ce sont des enfants divisés en 2 groupes. Il y a de 5 ans à 9 ans et de 10 ans à 17 ans. Et puis le dimanche, si vous voulez, la finale où un juge sélectionne le vainqueur. Mais là, c'est vraiment l'enfant qui est jugé, pas le chien. Parce qu'il faut savoir qu'être un exposant, c'est réellement un métier. Ils font ça toute l'année. Il y a des formations, c'est pas juste promener un chien dans la rue, il y a énormément de techniques. C'est sous l'impulsion de ma grand-mère que nous avons commencé à faire le junior handling et nous avons été l'un des premiers pays à faire le junior handling dans une exposition et j'ai d'ailleurs participé quand j'avais 8 ou 9 ans avec mon Golden Retriever à l'époque. Donc voilà. Mais par ailleurs, nous avons aussi les jugements couple et père, jugements des chiens d'élevage en lot. Et ma mère et moi avons décidé il y a 3 ans également d'inclure les jugements de différents chiots. Donc c'est les minor puppies de 3 à 6 mois, les puppies de 6 à 9 mois, les jeunes de 9 à 18 mois, ainsi que les vétérans à partir de 7 ans. Et ça, le public aime beaucoup parce qu'ils sont évidemment adorables, ce sont des chiots et c'est très mignon. Et ça permet également aux exposants d'habituer le chiot aux expositions canines. C'est en quelque sorte une formation pour le chien. Votre grand-mère, la princesse Antoinette, était passionnée par les animaux, on le sait. Elle vous a transmis cette passion à vous, à votre mère aussi peut-être, la baronne Elisabeth Anne de Massy? Je pense que la passion pour les animaux, c'est vraiment une histoire de famille. C'est une passion familiale, je voudrais dire. Tous les membres de ma famille ont toujours eu cette passion, ont toujours eu beaucoup d'animaux. D'ailleurs, mon arrière-grand-mère, la princesse Charlotte, a créé cette exposition justement en 1927. Vous pouvez voir sur les murs de notre espace restauration et boutique plusieurs photos, notamment de l'inauguration, une photo d'inauguration avec la princesse Charlotte et le prince Régnier et la princesse Antoinette enfant, ainsi qu'une photo du prince Louis II. Il y a des photos du prince Régnier et de la princesse Grace avec le prince Albert et ses sœurs enfants. Nous avons eu la chance de pouvoir garder quand même beaucoup d'archives de photos retraçant l'histoire de notre exposition. Maintenant, en ce qui concerne ma grand-mère, je pense que peut-être la passion lui est venue de sa mère. Elle a repris la présidence de l'exposition canine en 1950. On peut certes dire qu'elle y était très dévouée, mais ma mère l'a secondée, l'a accompagnée et puis l'a secondée en tant que vice-présidente tout au long de sa vie. Donc il était naturel, à son décès en 2011, qu'elle reprenne la présidence. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît, dernière question, dans cette exposition ? Je vais vous dire peut-être le nombre de chiens. On ne voit pas ça tous les jours, en plus des chiens tellement magnifiques. Et puis de pouvoir perdurer cette exposition qui date, c'est quand même c'est 91, en fait, nos 91 ans cette année. Donc je pense que c'est important que cela continue. Et pour vous dire, j'ai assisté à ma première exposition canine à Monaco quand j'avais 3 mois dans les bras de ma grand-mère. De qui je pense que tout le monde sait, j'étais très proche, j'ai passé beaucoup de temps chez elle, donc je suppose qu'on peut dire que j'ai grandi entourée de chiens.
Donc je suppose que ça me rappelle aussi un peu mon enfance, ma jeunesse, de voir tous ces chiens. Et il me semble tout à fait naturel de suivre dans les pas de ma grand-mère et de ma mère. Mélanie Antoinette de Massy, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On va passer à la météo. Avant cela, je le rappelle, l'exposition canine internationale, c'est ici, ce week-end, sous le chapiteau de Fontvieille. Merci, et c'est la météo. Ce week-end, le temps sera partagé, soleil timide pour samedi avec des températures allant jusqu'à 22 degrés. Dimanche, dégradation du temps, arrivée de la pluie dans l'après-midi. Une pluie qui s'installera sur l'ensemble de la semaine prochaine. Les températures resteront clémentes pour la saison. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. Sachez pour finir que l'équipe de Monaco de basket est actuellement à Athènes pour disputer le Final Four de la Ligue des Champions. Vous pourrez retrouver tous les résultats sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook, mais également sur notre antenne, sur votre antenne, tout au long également de ce week-end. Les reportages seront diffusés sur les principaux résultats de ces rencontres. En attendant la suite de vos programmes sur Monaco Info, à très bientôt. Au revoir.